reprend. Merci beaucoup, Mounia. Écoutez, merci beaucoup pour l'introduction. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que le service aux collectivités qu'on appelle le SAC à l'UQAM, auquel j'appartiens, est partenaire de l'OFDIG. Donc, quelques notes épistémologiques et conceptuelles avant de commencer. Tout d'abord, sur mon point de vue situé. Donc, évidemment, mes expériences sont très ancrées au Québec. Puis les collègues de Relais Femmes l'ont dit tout à l'heure, on fait un travail qui est très particulier là, de liaison, de développement, d'intermédiation, un métier de médiatrice de savoir là, qui implique d'avoir un pied dans chacun des deux mondes, donc l'académie et le terrain. Donc, c'est un peu le cadre de la réflexion que je vous propose aujourd'hui. Dans mon cas, ça consiste en le fait de coordonner entre 15 et 20 projets là, sur une base annuelle. C'est des projets qui portent sur des thématiques très variées. Ça peut toucher, par exemple, les représentations médiatiques des femmes en politique, des dimensions plus socio-économiques, par exemple, l'articulation, études, travail, famille, les violences subies par les femmes, par les personnes des minorités sexuelles et de genre, incluant dans les systèmes éducatifs, dans les espaces publics, comme le harcèlement de rue, par exemple, ou dits privés. C'est des projets qui peuvent aussi cibler, par exemple, l'intégration des perspectives intersectionnelles par les groupes associations féministes du Québec. Donc, quelques exemples, évidemment, parmi beaucoup d'autres. Tous disponibles sur le site web du service aux collectivités. Donc, ces projets partenariaux coordonnés au SAC impliquent tous des groupes de la société civile du Québec, des groupes de femmes qui ont une vie associative, démocratique et militante, et qui ont identifié par ce biais-là des besoins concrets et collectifs à résoudre en collaboration avec des universitaires. Et c'est ainsi que les retombées de ces projets-là sont susceptibles d'avoir un impact sur les collectivités des femmes dans toute leur pluralité. Et à cet effet, toujours en faisant mon point de vue situé, je pense qu'il n'est pas inutile de préciser que je suis une personne assez privilégiée dans tous les autres rapports de pouvoir et de pression que l'axe sexe et genre, un élément sur lequel je reviendrai et qui peut influencer notre travail. Au niveau conceptuel, il y a évidemment plusieurs manières de définir ce travail collaboratif entre universitaires et groupes, associations. On peut parler de recherche-action, de recherche engagée, de recherche participative ou collaborative ou encore partenariale. Trêve de débat sémantique. Donc, ce dont on va discuter ici cet après-midi, c'est d'un processus de recherche, donc partenarial, dans lequel les groupes, associations féministes participent activement à la prise des décisions en recherche, donc de la conception des objectifs, en passant par les grandes orientations méthodologiques de la recherche, aux outils de collecte de données, à la coproduction des livrables et à la diffusion, jusqu'à la toute fin du processus de diffusion-évaluation du partenariat. Donc, on parle en moyenne pour un projet, et j'insiste sur le fait que c'est une moyenne, d'une trentaine d'heures de rencontres, des rencontres qui vont impliquer un comité d'encadrement composé généralement d'entre 6 et 10 personnes qu'on espère le plus paritaire possible entre la partie universitaire et la partie des groupes de femmes. Et à ces heures de rencontres-là s'ajoutent des temps de relecture, de production de documents, des discussions de corridor bien à l'extérieur des rencontres formelles. Donc, vous voyez qu'on est vraiment au-delà de la commande ou du contrat de recherche. Et évidemment, le degré de co-construction entre universitaires et groupes va varier en fonction des intérêts, des ressources et des objectifs du projet. Donc, mon objectif aujourd'hui, dans le cadre de ce premier symposium international de l'OFDIG, c'est de faire un grand tour d'horizon qui se veut surtout pas exhaustif, là, de différents éléments à considérer pour des partenariats réussis entre groupes, associations féministes de la société civile et universitaires, dans un contexte où le travail en partenariat figure parmi les perspectives, méthodes et objets de recherche de l'OFDIG, évidemment, sachant que Catherine, avec qui j'ai eu le grand privilège de travailler, va aussi aborder d'autres enjeux que moi, que les collègues de Relais Femmes l'ont fait aussi avant moi et que Julienne et Sandrine le feront également, en ciblant plus particulièrement le rôle des participantes et expertes de vécu, d'après ce que j'en comprends. Alors, un élément parmi d'autres à considérer, évidemment, c'est la question de l'accès différencié aux ressources. Évidemment, entre groupes et universitaires, mais aussi entre groupes eux-mêmes et entre universitaires elles-mêmes. Donc, on peut parler de ressources humaines, matérielles, institutionnelles. Au niveau des ressources humaines, bien, au Québec, je ne pense pas me tromper en disant qu'on en demande de plus en plus comme institution aux professeurs-chercheurs.
tant en matière de publication que d'administration, d'encadrement des personnes étudiantes notamment. Et ça peut être de plus en plus difficile de trouver le temps pour l'aventure partenariale dans ce contexte-là. Du côté des groupes et associations qui œuvrent au quotidien par, pour et avec des femmes, le plus souvent en contexte de sous-financement, bien, lesquels vont vraiment trouver le temps de se lancer dans l'aventure partenariale qui demande du temps. Je ne saurais que trop le répéter. Bien, souvent, ça va être les groupes les plus institutionnalisés qui vont avoir les moyens, entre guillemets, d'investir ces démarches-là. Alors que c'est souvent ceux qui le sont le moins qui auraient ultimement le plus besoin de soutien de la part des universitaires. Donc, il faut vraiment développer des stratégies pour aller rejoindre ces groupes-là. Bien, en termes de ressources matérielles, il y a peu de groupes ou associations qui ont des fonds internes pour mener à bien des projets de recherche, sachant que ce type de travail-là nécessite qu'on dégage des ressources. Puis évidemment, des demandes de subventions peuvent parfois être écrites par des groupes de manière indépendante pour faire des recherches maison, mais souvent, ça va impliquer une collaboration avec les universitaires. Et le temps investi en ressources humaines par ces groupes-là, qui amènent une réelle expertise autour de la table, n'est pas toujours rémunéré, ou c'est même pas toujours possible administrativement de le rémunérer dans le cadre des budgets de recherche. Donc, c'est quand même un autre enjeu à adresser. Au niveau institutionnel, bien, à l'UQAM, on a depuis plus de 40 ans une politique des services aux collectivités, un service qui accompagne ces partenariats-là, un service qui fournit des équipes, aux équipes partenariales, des dégagements d'enseignement pour les chercheurs, du financement, un accompagnement par une agente de développement, médiatrice de savoir, mais ce n'est pas le cas partout. Et ailleurs, on voit beaucoup de chercheurs qui font de la recherche partenariale avec les collectivités de terrain, entre guillemets, sur leurs bras. Et le tout dans un contexte où certaines peinent à faire reconnaître ce travail jugé trop militant par leurs collègues dans leur CV académique. Évidemment, va se poser ici l'enjeu de la légitimité des savoirs co-construits, dont la reconnaissance scientifique demeure malheureusement fragile. Donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment crucial que chacune des parties, donc tant la partie des groupes que celle des universitaires, nomme ses impératifs, ses intérêts, ses enjeux et possibilités, le tout afin de bâtir un projet réaliste, réalisable, puis dans lequel les énergies collectives vont être bien investies. Et ces discussions-là vont alors permettre de déterminer collectivement la nature des ressources mobilisées et des contributions de toutes, qu'elles soient financières, en termes d'autorat, par exemple, et des modalités de reconnaissance de ces contributions-là. Bref, les manières dont on visibilise les apports complémentaires des universitaires et des groupes au projet partenarial. Un autre élément sur lequel je vais passer rapidement, c'est celui du capital culturel, puis des positionnements différenciés dans les rapports sociaux. C'est un peu une évidence, là, dans une équipe de 6 à 10 personnes, les positionnements dans les rapports sociaux de genre, de race au sens sociologique, bien sûr, de classe, de handicap notamment, des personnes qui siègent autour de la table sont évidemment différents. Et bien, je ne pense pas non plus m'avancer que pour dire que pour le cas québécois, bien, on va dire que généralement, les universitaires ont un bon capital culturel, souvent davantage, malheureusement, que les militantes terrain, sachant par contre qu'une universitaire peut être à la fois socio-économiquement privilégiée, là, comme professeur-chercheur, mais aussi racisée dans une société où elle n'appartient pas au groupe majoritaire. Donc, il y a aussi des rapports intra-groupes, évidemment, qui sont à considérer. Du côté des groupes, évidemment, malgré des efforts en ce sens-là, ce n'est pas toutes les organisations féministes terrain qui ont des modes d'organisation autogérés, autonomes et horizontaux, là, quand même, on va se le dire, là, même si il y a vraiment des efforts très, très concrets qui sont investis pour tendre vers l'horizontalité. Sur certaines, les collectifs sont malgré tout moins hiérarchisés que le milieu universitaire, où il y a des hiérarchies formelles et informelles, évidemment, sur lesquelles on pourra discuter en mode 5 à 7. Et justement, en termes de hiérarchie informelle, combien de chercheurs en contexte universitaire ont eu elles-mêmes à relever des obstacles et en vivent toujours dans leur département, dans certains cas, liés à leur adhésion aux théories, pratiques et épistémologie féministes et engagées, évidemment. Donc, ça pour dire que dans ces contextes-là, règle générale, plus il y a de tensions dans un projet, plus les hiérarchies vont se recristalliser, puis plus les prérogatives là, de chaque partie universitaire et groupe vont être invoquées. Donc, à ce moment-là, une approche, en tout cas que je préconise personnellement, c'est beaucoup de prévenir plutôt que de guérir, là, notamment à partir d'une mise à plat en collectif, encore une fois, là, des contraintes, des intérêts, des redevabilités de chacune des parties. Et ces redevabilités-là sont bien réelles, là. Les chercheurs sont redevables à leurs pairs, aux étudiantes, à la communauté scientifique, aux personnes participantes à la recherche.
Les groupes le sont à la société civile, à leurs membres, aux militants de terrain. Puis évidemment, ces différentes redevabilités-là ne sont pas mutuellement exclusives, vous l'aurez compris. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est vraiment important de nommer nos réalités et enjeux dès le départ d'un partenariat pour mieux les déconstruire et tendre à davantage d'horizontalité dans ce contexte-ci. On continue avec certains freins qui soient ponctuels ou, dans certains cas, systémiques au développement de pratiques intersectionnelles, décoloniales et inclusives. Évidemment, on peut le prendre sous l'angle des ressources. Je vais vous adresser une série de questions qui peuvent être pertinentes à se poser en cours de projet. Les collègues de relais en ont aussi souligné quelques-unes et j'aurais pu prendre un tout autre angle pour parler de cet enjeu important. Qui est autour de la table? Qui sont les chercheurs embauchés dans les universités? Qui sont celles qui, dans les groupes de femmes, ont soit le temps de militer ou de travailler dans ces groupes et associations-là? Qui sont les agents d'intermédiation? Je vous ai parlé de mon propre positionnement dans les rapports sociaux tout à l'heure. Quelles sont les expériences partagées, vécues par les membres du collectif de recherche partenariale, par les personnes s'identifiant comme femmes, mais aussi spécifiques en regard de nos pluralités et des différents systèmes de pression qui peuvent affecter nos parcours, au-delà de nos nécessaires postures d'alliés, évidemment. Est-ce qu'on est dans l'entre-soi, dans l'entre-nous? Quels impacts la composition de l'équipe peut avoir sur la création des liens de confiance, alors que c'est crucial dans un partenariat. Puis dans un contexte où, on le rappelle, il y a certaines populations, et je pense notamment aux populations autochtones, qui ont été par le passé instrumentalisées dans le cadre de soi-disant partenariats de recherche, dans lesquels certains se sont sentis réduits à un terrain, entre guillemets, de recherche, sans réelle co-construction des projets et restitution des résultats aux communautés concernées. Donc, c'est des enjeux qui ont été adressés par Femmes autochtones au Québec et je crois qu'ils l'ont été par le MAPAPI dont on a parlé tout à l'heure. Quelles voix sont entendues? Quelles sont les politiques EDI et sont-elles réellement appliquées dans une perspective intersectionnelle? Linda Cardinal a bien posé la question tout à l'heure dans sa présentation. Et le tout sans parler d'un frein qui peut venir à bout des meilleures intentions, les miennes comprises par ailleurs, les contraintes temporelles associées à un projet, surtout lorsque celui-ci dispose d'un temps et de ressources limités pour remplir un objectif qui est très circonscrit dans le temps. Donc, la rapidité peut parfois être un frein à la cohérence et c'est un précepte général qui implique, en cours de projet, parfois de négocier la frontière entre le processus et le résultat. Et bien sûr, le processus partenarial et de co-construction peut être un résultat en soi, ça a été dit tout à l'heure, je suis complètement d'accord, mais des fois, est-ce qu'on rate le bateau si on ne sort pas rapidement des résultats de recherche avant telle commission parlementaire qui pourrait avoir un impact sur la vie des femmes dans leur pluralité au Québec. Et là, ça pose la question de jusqu'où on est prêt à aller pour accélérer, voire dans certains cas escamoter le processus partenarial et de co-construction. C'est quoi notre limite individuelle comme chercheur, comme militante, mais aussi notre limite collective comme comité d'encadrement partenarial où se prennent les grandes décisions de la recherche. Donc, évidemment, c'est des enjeux qui nécessitent une perspective réflexive constante sur les positionnalités, disons, à multiples niveaux, qui sont en cause dans la relation partenariale à différents moments du processus. Un autre élément à considérer, l'éthique en recherche partenariale. Bon, l'éthique déontologique, tout d'abord, au Canada, comme dans plusieurs pays, l'éthique scientifique universitaire actuelle a été conçue pour protéger les personnes participantes à une recherche, les institutions également, après des décennies d'abus de communautés scientifiques. Cela dit, il y a certains tenants et aboutissants de l'éthique déontologique et régulatoire qui peuvent aussi être un frein à une éthique de recherche féministe, partenariale, intersectionnelle et décoloniale, qui est autant centrée sur le respect des règles en vigueur dans les établissements que sur une réflexion éthique continue en cours de projet, puis une réflexion qui est aussi sociopolitique sur les impacts du projet sur les femmes. Des enjeux qui sont souvent chers aux partenariats, par exemple comme la copossession et la co-analyse des données de recherche, incluant par les non-universitaires, peuvent parfois poser des problèmes au comité d'analyse éthique des projets. Oui, on en a vécu quelques exemples, n'est-ce pas, Catherine? Donc, oui, OK. Je vais m'arrêter là. Peut-être il y a un nombre incalculable de considérations éthiques qui doivent être prises en compte dans une démarche réflexive et féministe. Je tiens à souligner aussi que
Les collègues de Relais Femmes, là, dans le cadre de leur projet, le Parcours et avec des actrices racisées en recherche, vont poursuivre des réflexions visant l'élimination des obstacles systémiques auxquels font face les principales concernées, notamment via une réflexion éthique s'adressant tant au milieu associatif que de recherche universitaire. Alors, elle conclura en disant qu'une recherche partenariale féministe, intersectionnelle et décoloniale implique de se poser beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas d'emblée les réponses, d'où l'importance de se doter d'un espace délibératif pour trouver ensemble des réponses, ensemble étant les groupes et les universitaires. Une visée commune rassembleuse fondée sur l'épistémé féministe, sur les objectifs sociopolitiques féministes qui nous rassemblent est d'emblée facilitante, évidemment, dans ce processus-là. Et ces visées-là peuvent être à l'échelle locale, transnationale, comme notre présence collective en témoigne aujourd'hui, et peuvent aider à conjuguer nos différences, chercheurs, groupes, dans un contexte où les féminismes se conjuguent aussi au pluriel. Donc, dans ma pratique au Québec francophone, notre écosystème local-provincial appelle à une très productive interdépendance et je suis vraiment convaincue que les groupes et les chercheurs ont intrinsèquement besoin les unes des autres pour mener à bien nos projets de société. Ainsi, pour nous, favoriser un développement inclusif par le genre pour résoudre les situations d'inégalité entre hommes et femmes, entre femmes elles-mêmes, et le tout doté de ce très, très modeste objectif, celui de changer le monde. Et avant de vous quitter, j'attire votre attention sur les éléments avec flèche. Dans la médiagraphie, vous y trouverez des articles scientifiques, mais aussi des guides pour des partenariats féministes et recherches participatives réussies, incluant l'international. Et n'hésitez pas à vous approprier ces outils par capture d'écran en me demandant mon PowerPoint, à les faire circuler. Peut-être qu'on pourra les bonifier ensemble au terme d'une phase de programmation de recherche de l'OFDIG avec la contribution de toutes. Merci à vous.